marche du prochain siècle, en face de la plus terrible menace qu'ait connue l'humanité, va être d'y réintégrer les dieux. André Malraux. Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Il n'y a pas de mal à se faire du bien, bien sûr. Mais, réflexion faite, est-ce si sûr que ça en a l'air? La bonne vieille sagesse populaire qui nous invite ainsi à profiter de la vie avant qu'il ne soit trop tard, ne nous indique-t-elle pas, par ailleurs, qu'il faut gagner sa vie à la sueur de son front? Alors, jouir ou souffrir? That is the question. Voilà la question qui sera du début à la fin au cœur de cette émission, comme elle l'est au cœur de l'œuvre de notre invité, le philosophe Michel Onfray. Michel Onfray, bonsoir. Bonsoir. Entre souffrance et jouissance, à bien lire chacun de vos 17 livres en 12 ans, pas d'hésitation. Oui à la jouissance, mais attention, non à la jouissance sans conscience. La souffrance, chez vous, rime d'abord avec l'enfance. Une enfance passée dans la misère, entre un frère, un père ouvrier agricole et silencieux, et une mère femme de ménage dure, violente même parfois. À 10 ans, direction la pension. 7 années cloîtrées dans un orphelinat chez les Salésiens. Des Salésiens, à vous croire, pas très chrétiens. Petit, paraît-il, vous rêviez de conduire des trains. Envie de voyage, désir de vitesse déjà, fureur de vivre sûrement, de vivre enfin. Plus tard, bien plus tard, vous choisirez les livres pour vivre. Aiguillage vers la philosophie. Philosopher sûrement, mais vivre d'abord. Aussi, le docteur en philosophie, devenu professeur de terminale dans un lycée technique de Caen, dans sa Normandie natale, enseigne-t-il l'art de vivre par priorité. À ses élèves émerveillés, assure-t-on, de le suivre ainsi sur les chemins de la sagesse, chemins de traverse souvent, loin des autoroutes de la certitude et des impératifs catégoriques, plus près, tout contre, leur questionnement quotidien, tantôt sur le cannabis, tantôt sur la masturbation. Leur nouveau manuel, c'est catégorie essai, le best-seller de l'été. Anti-manuel de philosophie, paru chez Bréal. Quel succès pour un brûlot, un pavé dans la mare, à en croire les critiques. Et de fait, ce manuel, c'est de la dynamite. De quoi s'étonne-t-on? Onfray, jugez-en plutôt, présente bien, n'est-ce pas? Mais détrompez-vous. Ce gentilhomme cache un rebelle. Que dis-je? Un sans-dieu, un sans-maître, un athée, oui, un vrai, radical, intégral, intégriste même, nietzschéen, de gauche, précise-t-il, on ne sait jamais, un libertin, un libertaire, un dandy, un cynique, un matérialiste, un sensualiste, un vitaliste, un anarchiste, tout vêtu de noir d'ailleurs. Ne vous plaignez donc pas, je vous aurais prévenu. À moins que vous ne l'ayez déjà fréquenté par le livre, par les livres, auquel cas vous connaissez son insolence, mais aussi son ironie. Mais que cherchez-vous donc, Michel Onfray? À nous aider tout simplement, à cheminer le moins tristement, du rien d'avant au rien d'après, dans un ici-bas sans aucun espoir d'au-delà. Vous n'êtes pas berger et nous ne sommes pas moutons. Pourtant, curieux et ravis, Michel Onfray, nous vous suivrons.
diable, Michel Onfray. Nom de Dieu, point d'exclamation, voilà un titre qui sent le soufre. Alors, l'écrire c'est bien, le dire c'est peut-être mieux. Je vous écoute. Ah oui, je peux vous le faire, parce que, comme vous m'avez demandé, j'ai réfléchi un petit peu au ton qu'il fallait, et ça donne quelque chose plutôt du genre nom de Dieu, avec une petite musique qui renvoie très précisément aux paysans de mon enfance, moustachus, habillés comme au 19e siècle, avec le pantalon côtelé de velours, les bretelles, et qui juraient, comme des charretiers, selon l'expression consacrée. J'aime bien ce qu'il y a dans ce juron, la part d'émotion, la part d'enthousiasme, la part de colère, et puis de liberté d'une certaine manière. Le juron sous le clocher de l'église, parce que ça n'était jamais bien loin du clocher, ça me plaisait assez quand j'étais petit garçon. Ça arrivait à votre père de jurer comme ça? Jamais. Ah bon? Jamais, en revanche, je n'ai entendu mon père jurer, non, qui représente pour moi un genre de saint laïque, si tant est que l'expression puisse avoir un sens. Je n'ai jamais vraiment entendu mon père, si je cherche bien, jurer. Jamais de colère non plus. C'est un homme qui, proche de la terre, vivait selon les rythmes et les saisons de la terre et n'a jamais cru bon de se fâcher ou de se mettre en colère. Est-ce que pour vous, blasphémer, c'est un sacrilège, une provocation? Pas le sens du blasphème ni le goût pour ces choses-là. Je trouve que le juron tel qu'il est pratiqué par les charretiers ne suppose pas la présence de Dieu. Je ne crois pas qu'on interpelle vraiment Dieu quand on jure. On est en colère parce que quelque chose résiste ou parce qu'on n'est pas content que le réel ne nous obéisse pas aussi facilement qu'on aurait souhaité qu'il nous obéisse. Je crois qu'il y a d'abord ça dans le juron et pas vraiment une interpellation à Dieu. Quand il y a du juron qui interpelle Dieu, comme chez Sade par exemple, je ne trouve pas ça très intéressant. Je pense que quand on est un athée serein et un athée tranquille, ce que j'ai envie d'être, on n'a pas envie de l'existence de Dieu, même pour l'insulter. Le juron renvoie quand même à l'existence de Dieu. Il est une preuve de l'existence de Dieu si on le pratique dans cet esprit-là. Moi, je pense que si Dieu n'existe pas, ce qui est vraiment ma position absolue, on n'a pas plus besoin de se fâcher contre lui que de l'aimer, pas plus besoin de le prier que de l'insulter. Vous vous souvenez, dans votre enfance, au collège, d'avoir trempé des hosties dans le café au lait? Oui, je suis obligé de le confesser, disons-le dans ces termes-là. Oui, le temps que j'ai passé dans un orphelinat de prêtres salésiens nous obligeait à servir la messe régulièrement le matin. Et l'un des plaisirs que nous avions, enfin que j'avais, parce que je n'ai pas souvenir d'avoir commis ça, d'avoir commis mes larcins avec des compagnons, c'était de boire un petit coup de vin blanc à 7h30. Et puis déjà le vin? Oui, vin de messe, sucré, blanc et agréable, et puis de faucher des hosties dont je me demandais tout de même si elles étaient consacrées ou non. J'ai quand même le sens du sacré. Et je trouve qu'elles flottaient très bien dans le café au lait, elles finissaient par s'effondrer pendant le petit déjeuner. Et j'avais souvenir d'une certaine manière d'entretenir un rapport direct à Dieu, auquel je ne croyais pas, mais il y avait toujours ce plaisir un peu sadien, quand on a entre 10 et 14 ans, je dirais, de l'interpeller de cette manière-là. Vous confessez ça notamment dans Le ventre des philosophes, dans l'introduction, dans votre essai d'autobiographie alimentaire. Vous dites « La noyade du Christ mal inspiré d'avoir choisi la forme boulangère ». C'est quand même un peu blasphématoire. Hein. Bon. C'est ironique, on dira. C'est ironique et socratique. Le blasphème, je ne le vois vraiment pas là. Enfin, je n'ai pas le goût de la provocation, contrairement à ce qu'on peut imaginer. J'ai le goût de penser clair et net, donc ça ne se porte pas beaucoup dans nos époques. Et on pense qu'il y a souvent de la provocation à tout simplement dire ce qu'on pense. Le blasphème n'est pas vraiment un plaisir que j'ai. Je n'ai pas vraiment le goût du blasphème. L'ironie, plutôt, dans la phrase que vous avez joliment et justement choisie, il y a beaucoup plus d'ironie que de volonté d'insulter Dieu. À 2 reprises déjà, vous venez de prendre vos distances par rapport à Sade. Oui. Pourquoi? Parce qu'il y a 2 façons d'être chrétien, une manière positive et une manière négative. Je dirais Sade procède de la manière négative. C'est du christianisme inversé, Sade. Bataille aussi, je dirais. Ce sont des individus qui ont besoin de Dieu pour exister. Ils ont besoin de lui pour dire qu'ils le détestent. Moi, je pense que la meilleure façon d'être athée, c'est de ne pas avoir besoin du tout de cette hypothèse ou de cette figure-là. Vous prenez le christianisme, vous l'inversez absolument et vous obtenez Sade. Il y a même des moments où ça coïncide absolument. Je crois que le christianisme n'aime pas le corps. C'est évident, mais Sade n'aime pas le corps. Bataille n'aime pas le corps non plus. Donc ce christianisme pile et face, je dirais, ne m'intéresse pas. J'ai envie d'un dépassement du christianisme, je n'ai pas envie de me déterminer par rapport au christianisme. Donc, hédoniste, oui, sadique, sûrement pas. Ni sadique, ni sadien. Je dirais, il y a dans la jouissance que je propose un souci de l'autre. Il n'est pas question pour moi que l'hédonisme se fasse au détriment d'autrui. Il y a une place d'autrui qui est essentielle dans l'hédonisme que je propose. Et le christianisme m'intéresse pour ça, d'ailleurs. S'il faut conserver quelque chose d'essentiel au christianisme, c'est quand même cette place de l'autre qui est laissée de manière franche, nette et... Bien qu'à un certain moment, on a l'impression que l'amour du prochain, ça vous dérange. Ça me dérange comme une obligation parce que c'est impensable. Ce qui me gêne dans le christianisme, c'est parfois cette suréthique
absolument impensable. S'il s'agit d'aimer son prochain parce qu'il est aimable, on n'a pas besoin d'une injonction ou d'un impératif catégorique ni hypothétique, on n'a pas besoin d'une invite. Aimer son prochain s'il est aimable, c'est une évidence. Si en revanche le prochain n'est pas aimable, c'est là vraiment que l'amour du prochain pose problème. Comment est-ce qu'on s'y prend? Je dis, prenons-le de manière excessive, celui qui n'est pas aimable, c'est celui même qui est franchement détestable. Comment est-ce qu'on pourrait imaginer que l'amour du prochain puisse nous obliger, par exemple, à aimer notre bourreau? On est persécuté par quelqu'un, quelqu'un veut nous faire violence, un violeur à l'endroit des femmes, par exemple. Il faudrait l'aimer au nom de l'amour du prochain. Je trouve cette éthique absolument indéfendable et insupportable. Donc je pense que l'amour du prochain n'a pas à être conditionné par un absolu, qui supposerait qu'on puisse aimer comme soi-même pour l'amour de Dieu, selon l'expression consacrée. Je pense que l'amour d'autrui est en relation avec une décision qui suppose qu'on soit l'un l'autre dans une logique hédoniste et semblable. Et ça, et vous préconisez en quelque sorte une éthique de l'élection, si j'ai bien compris. Non? Oui. Plutôt que cette espèce d'indifférence d'autrui, qui n'existe d'ailleurs que comme... Bon, il existe d'accord, mais d'une certaine manière, c'est tout de même Dieu qui est derrière. Et il n'est pas une fin, il est un moyen pour conduire à Dieu ou pour aller vers Dieu. Je trouve que cette existence d'autrui, elle fait problème dans le christianisme, et dans l'hédonisme, elle fait beaucoup moins problème. Je dirais, il s'agit de jouir et faire jouir. La phrase est de Chamfort qui dit « sans faire de mal ni à toi ni à personne ». Voilà, je crois, toute morale. Je trouve que finalement, c'est vraiment le projet de l'hédonisme. De la jouissance pour soi, pour autrui, mais pas contre lui, pas malgré lui. Alors tous les épithètes que je vous ai adressés dans la présentation, veuillez m'en excuser, mais c'est chez vous que je les ai trouvés, hein, de athée radical, voire même intégriste, à anarchiste. On passe par matérialiste, sensualiste, libertaire. C'est du pareil au même, tout ça? On pourrait dire, pour utiliser une métaphore j'allais dire médicale, non, on dirait musicale plutôt, joli lapsus, que c'est variations sur le même thème. Oui, ce sont des variations sur le même thème. Je crois que toutes ces figures-là sont des figures d'individualité. Ce sont des gens qui, les uns les autres, dandys, sensualistes, matérialistes, etc., considèrent que l'essentiel, c'est l'individu, l'indivisible au sens étymologique. Et je crois que les grands discours ayant disparu, christianisme, marxisme ou psychanalyse, il ne nous reste plus que l'individu avec son corps, la vérité de l'individu. L'individu, c'est-à-dire moi? Chacun en tant qu'il est, il est sans double. Oui, c'est vous pour vous, c'est moi pour moi, c'est chacun pour lui-même. Chacun est le centre du monde parce que, point de vue éthique, métaphysique plutôt qu'éthique, je dirais, il s'agit de considérer que le réel s'organise à partir de moi, mais on n'en fait pas l'économie. C'est moi qui vois, qui sens, qui goûte, qui touche, c'est moi qui vis, qui vieillit, qui meurt, qui jouit. Et cette solitude-là, ce solipsisme, pour le dire dans les termes de philosophie, c'est une évidence. Donc cet individu, c'est celui sur lequel il faut construire une éthique possible ou pensable. Alors dans le dernier volume paru de votre journal hédoniste, le tome 3, le tome 4 est à paraître très bientôt, l'archipel des comètes, vous racontez ce pèlerinage à Cyrène, le berceau de l'hédonisme, sur les traces d'Aristippe, qui a vécu 4 ou 5 siècles avant Jésus-Christ, dont vous essayez tant bien que mal, je crois, de retraduire les fragments, si tant est que l'on puisse les retrouver. Ils sont inexistants. Et chemin faisant, il faut dire que la route fut longue entre la Tunisie et la Libye. Cyrène se trouve là aujourd'hui. Vous vous arrêtez dans une mosquée et vous dites ceci: moi, l'athée, j'ai toujours été sensible à la charge d'énergie et de spiritualité des lieux où souffle l'esprit, dites-vous. C'est un peu contradictoire. Non, parce que on se fait souvent une fausse idée du matérialisme. On a l'impression qu'un matérialiste est toujours grossier, sommaire, et qu'il n'entend la matière que comme une chose épaisse. On peut être matérialiste et considérer que l'esprit existe aussi. Il faudrait redéfinir l'esprit. Je pense que l'esprit, c'est ce qui déborde le corps, mais qui existe tout de même. Les matérialistes et les athées ont droit aussi à se référer à l'esprit. Cette image, Michel Onfray, vous vous en souvenez comme si c'était hier, vous aviez 10 ans, si je ne me trompe. Hein? Que représente-t-elle aujourd'hui à vos yeux? C'est vraiment aujourd'hui, vous avez raison, c'est vraiment aujourd'hui que j'ai l'impression que cette image peut finir par être commentée et que l'écart qu'on a entre cette époque et aujourd'hui
Je me souviens en faisant mes études d'avoir lu Du monde clos à l'univers infini de Coiré qui disait l'importance qu'il y avait eu du passage du géocentrisme à l'héliocentrisme, comment on avait finalement, avec cette nouvelle vision du monde, induit une nouvelle métaphysique, comment peut-être, je dirais aujourd'hui, une nouvelle métaphysique peut aussi induire une nouvelle conception du monde, enfin l'ensemble se tenant. Et je crois qu'on n'a pas tiré toutes les conséquences de cette possibilité qu'a eu l'homme d'aller sur la Lune, c'est-à-dire de quitter la Terre, avec ce que ça peut induire de pensée écologique au sens premier du terme, c'est-à-dire une vision de la planète comme une terre globale, comme un endroit fini et fermé, la possibilité peut-être de penser autrement la question de la technique, la question de la place de l'homme dans le monde, et surtout la question du sens. On pourrait presque prendre comme une boutade la phrase de Gagarine disant dans l'espace qu'il n'avait pas vu Dieu, enfin grande propagande soviétique, on s'en va dans l'espace avec un Soyouz quelconque, et puis on s'en vient dire je regarde par le hublot, pas de Dieu, je reviens sur Terre, et j'ai fait une belle démonstration de matérialisme dialectique et historique, voire hystérique. Et il me semble qu'il y a eu des enjeux qui se sont faits et on est passé à une période qui procède, à mon avis, du nihilisme. À partir de ce moment-là, il y a eu des valeurs, et ce n'est pas si étonnant que mai 68 ait eu lieu à ce moment-là, le passage sur la Lune n'induisant pas évidemment mai 68, mais il y a une collision, une coïncidence, une mise en perspective à faire, je crois, qui permet de dire on en a fini avec les vieilles valeurs humanistes. Alors on est d'accord ou pas d'accord, on aime ou on n'aime pas, mais on est obligé de constater l'homme a cessé d'être au centre du monde. Il est au centre de lui-même, mais il a cessé d'être au centre du monde. Et il est dans un milieu. On est dans une perspective environnementaliste, on est dans une nature, sur une terre. Cette terre est elle-même dans un cosmos dont on finit par savoir comment il fonctionne et comment il a été produit d'un point de vue astrophysique. Et je pense que le nihilisme a été induit à cette époque-là, qu'on est toujours dans cette perspective-là, une absence de sens, une absence de valeur. Quelques-uns qui considèrent que le bien est ici et le mal ailleurs, d'autres qui considèrent de manière très contradictoire que le bien et le mal existent aussi, mais pas là où on les attend. Et cette image me donne l'impression qu'elle marque le début d'une époque. Moi, j'y voyais, de votre point de vue, peut-être me suis-je trompé, hein, mais un versant positif et un versant négatif. Si on reprend l'image telle qu'elle est là. J'y vois, moi, quelque part, le surhomme. Dans un livre, un des volumes d'ailleurs, si je ne me trompe, le premier de votre journal hédoniste, Le désir d'être un volcan, vous consacrez un chapitre au général de Gaulle. C'est la même époque, hein, 69. Vous connaissez les épisodes qui vont conduire à la solitude extrême et finalement, progressivement, à l'abandon du pouvoir et à la mort. Et vous dites ceci à propos de Gaulle, « J'aime les figures singulières, les destins sans duplication. » Celui d'Armstrong, c'est un destin singulier. C'est aussi, d'une certaine manière, l'image du surhomme, non? Oui, c'est même moins Armstrong que l'homme, dans son absolu. Un peu cette figure de Léonard de Vinci, c'est l'humain dans son incarnation. On en a presque oublié, d'ailleurs, le nom propre de cet individu, sa subjectivité, son appartenance à la maçonnerie, enfin bon, tout ce qui fait qu'il est ce qu'il est, et pas un autre. On a considéré que c'était l'homme qui était allé sur la Lune avec cette affaire et avec cette histoire. Je pense que c'est effectivement à partir de cette pensée-là qu'il faut concevoir l'humanité. C'est d'abord l'homme qui est allé là-bas. On n'a pas fabriqué pour autant un surhomme, mais on a montré une pleine puissance de la technique. Moi, je suis contre l'option heideggerienne sur cette question, à savoir la technique est une catastrophe, elle nous éloigne du monde ou elle nous fait fabriquer un réel artificiel. Je pense que si c'est vrai, il y a bien un réel artificiel, mais pourquoi est-ce que le réel artificiel serait moins bon que le réel naturel? Je suis pour tout ce qui permet, en cartésien pour le coup, la maîtrise de l'homme sur la nature. Se rendre maître et possesseur de la nature, ça m'intéresse. Et il y a dans cette façon d'affirmer, non pas le surhumain, mais l'humain, je crois simplement qu'il y a de l'humain dans ce geste-là, une façon de dire nous avons trouvé un sens à nous-mêmes, au rapport à autrui et au monde, à ce qu'est le monde. On sait comment il fonctionne. Quand les astrophysiciens pensent, ils proposent une vision poétique, théorique, intellectuelle, intelligente et métaphysique du monde, mais cette façon de dire on y va, on est sur place, et de montrer un homme, donc l'homme, d'une certaine manière l'humain, sur cet espace en disant vous avez vu de quoi l'homme est capable, moi ça me semble extraordinaire. Cette idée qu'il y aurait du sous-homme, du surhomme, de l'homme au milieu, ça me gêne. Je crois que l'idée de surhomme induit quand même trop celle de sous-homme. J'ai l'impression qu'on est dans l'humain, simplement. L'humain progresse, et évidemment, l'humain de l'homme des cavernes et l'humain d'aujourd'hui, c'est pas exactement le même. Ça progresse et j'adore ce progrès-là. Ce en quoi vous êtes nietzschéen, hein, le thème du surhomme, mais de gauche.
Oui, voilà, encore que Nietzsche n'est jamais... Il y a évidemment un gros malentendu sur la question du surhomme chez Nietzsche, qui est induit par la récupération nazie des textes de Nietzsche via sa sœur, qui falsifie l'œuvre, qui fabrique une volonté de puissance qui n'a jamais existé, avec des morceaux de briquet de broc qui peuvent donner l'impression que Nietzsche est un penseur pré-nazi. C'est très exactement le contraire. Il y a des phrases absolues de Nietzsche qui montrent que Nietzsche n'aurait jamais été nazi. Enfin, il y a trop un souci de l'individu, une critique de l'État, de l'instinct grégaire du troupeau. On ne peut pas imaginer que Nietzsche aurait consenti à cette récupération. Il se fait qu'elle a eu lieu et qu'aujourd'hui, on a du mal à lire. Nous, je dirais, en France ou en Belgique, un peu moins que les Allemands, qui restent quand même blessés de cette époque et de cette question. On pense évidemment à la question du surhomme en relation avec ce que le nazisme en a fait. Ce n'est pas du tout ça, le surhomme nietzschéen. C'est ce qui permet de dépasser l'humain, c'est ce qui va au-delà. Nietzsche parle moins du surhomme que du surhumain, d'un état, d'une certaine manière. Et ce surhumain m'intéresse dans une perspective dissociée de ce que la droite a pu en faire, effectivement, ce qui me fait parler de nietzschéisme de gauche. Alors, le versant négatif que moi je crois voir sur l'image que vous avez choisie, c'est sur l'épaule d'Armstrong, le drapeau américain. Vous dites et vous répétez que depuis la chute du mur de Berlin, nous pensons, nous en Occident, que l'horizon du libéralisme, du capitalisme est indépassable. Ça vous gêne quelque part? Oui, mais comme je vous disais tout à l'heure que finalement c'était plutôt l'homme qui était sur la Lune qu'Armstrong, citoyen américain avec le drapeau des États-Unis, je n'ai pas vraiment pensé à ça en termes de colonialisme, même si vous avez raison, c'était quand même une guerre entre les grandes puissances, c'était moins l'homme qui avait envie de triompher que le libéralisme, le capitalisme dans sa version libérale et américaine contre le soviétisme, enfin le marxisme version soviétique. Donc il y avait dans la perspective de la guerre froide cette vision des choses. Mais j'y ai vraiment pas songé du tout, même si vous avez raison, je crois que le libéralisme présenté aujourd'hui comme l'horizon indépassable de la pensée et de la spiritualité, ça ne me va pas du tout. Je trouve que l'argent n'est pas une valeur, que ce que l'Amérique nous propose ne présente aucun intérêt, c'est-à-dire la puissance du capital, de la monnaie, de la circulation de l'argent beaucoup plus facile que celle des hommes. Enfin bon, le fait qu'on puisse d'un côté faire jurer sur la Bible, de l'autre côté voir la mention du nom de Dieu, pour le coup sur le dollar, et puis en même temps qu'on puisse électrocuter les gens sans discontinuer, tout ça me semble une civilisation qui n'est pas extraordinaire. Si on peut être hegelien et considérer qu'il y a eu des grands moments dans l'histoire, que les Mésopotamiens, les Égyptiens, les Romains, enfin les Grecs, les Romains, les Européens ont fait des grandes cultures, des grandes civilisations, les uns disparaissant pour laisser place aux autres. Si effectivement on peut se poser la question de la présence de l'Europe dans le monde depuis peut-être la Première Guerre mondiale, on peut imaginer que c'est à ce moment-là que le grand craquement se fait. On peut malheureusement imaginer et constater que la domination en termes de culture se fait avec les Américains, via les Américains. Ce drapeau planté sur la Lune peut montrer un désir impérialiste. Vous avez raison, je n'y avais pas songé, mais l'impérialisme me gêne beaucoup plus aujourd'hui, moins dans le symbole d'une Lune conquise par les Américains que dans la façon qu'on a aujourd'hui d'affamer des populations mondiales et planétaires dans tous les pays du monde, brutalement et violemment dans les pays du tiers-monde, et puis de manière sournoise et insidieuse dans les pays développés. Notre grand et glorieux chef-d'œuvre, Vivre à propos. Michel de Montaigne. Alors là, Michel Onfray, franchement, vous me surprenez, parce qu'en exergue de chacun de vos livres figure une phrase de Nietzsche, et vous nous choisissez Montaigne. Vous avez changé d'idole? Oui, bonne remarque. Je me suis fait moi-même la remarque. Je me suis dit peut-être qu'on peut réserver Nietzsche en exergue au livre et puis là trouver quelque chose d'autre. Mais vous savez, le jeu de l'exergue fait que j'aurais pu trouver exactement la même chose chez Nietzsche, enfin la même idée, le même esprit, d'autant que ça se fait vraiment dans le même esprit. Oui, quand Montaigne dit ça, d'une certaine manière, il illustre une grande tradition de la philosophie antique, moi, qui me plaît toujours. Je pense que la philosophie antique, c'est la thèse de Pierre Hadot d'ailleurs, qui nous a tous permis à nous de le comprendre et de le saisir mieux depuis son livre sur ce sujet, sur cette question. La philosophie antique, c'est d'abord une invitation à modifier sa vie, à considérer qu'on ne pense pas en l'air pour penser, pour l'exercice de style, mais on pense pour produire une existence et pour sculpter sa propre existence, pour faire quelque chose de sa vie.
C'est le christianisme qui, d'une certaine manière, rend le projet caduc avec les discussions à n'en plus finir de pères de l'Église qui pinaillent sur des détails pour essayer de comprendre comment, par exemple, les 3 personnes n'en font qu'une, et si elles n'en font qu'une, laquelle est la première, si une est première et l'autre seconde, alors évidemment il y a une figure supérieure, est-ce que Dieu, le Père, est supérieur à son Fils engendré, enfin toutes ces questions de casuistique pure éloignent évidemment du mode de vie et du mode d'existence ou de la stylisation de sa propre existence. Cet esprit antique, il perdure tout de même. Je pense que Pétrarque, par exemple, en fait la démonstration, et Montaigne montre que finalement les philosophes antiques peuvent encore servir au XVIe siècle et pour plus tard, en disant lisons ou relisons Plutarque et Cicéron, allons voir du côté d'Aristote et de Quintilien, et il y a dans cette manne qu'est la philosophie antique matière à penser la modernité. Et je trouve que quelques autres, des grands, dont Nietzsche, que nous retrouvons, et Schopenhauer par exemple, ont montré qu'on pouvait et philosopher et en même temps avoir le souci de sa propre existence dans l'esprit antique. Donc quand Montaigne dit notre grand et glorieux chef-d'œuvre, c'est de vivre à propos, il nous dit en fait c'est de construire son existence et de fabriquer son être. Et l'ensemble fonctionne avec le livre, la pensée et la vie. Une espèce de triangle qui se fait, une triangulation entre ces 3 instances. Il y a, si je ne me trompe, une ressemblance quand même entre Platon, qui n'est pas votre meilleur ami, et Montaigne, qui en l'occurrence est votre maître. Ils reconnaissent tous les deux que philosopher, c'est apprendre à mourir. Alors Platon, semble-t-il, privilégie la mort. C'est pour lui la mort qui vaut, tandis que Montaigne privilégie la vie. En quelque sorte, apprendre à mourir, c'est apprendre à vivre. Oui, là, il faudrait parler du rapport Socrate-Platon. Enfin, est-ce que c'est la thèse platonicienne ou est-ce que c'est la thèse socratique? Est-ce que c'est un Socrate platonisé ou Les professeurs vous écoutent. Bon, bah alors allons-y. Moi, je pense que c'est un Socrate platonisé qui nous est présenté. Il nous reste très peu de choses, sauf ce que Platon en dit, Xénophon aussi, bien sûr, et un peu Aristophane, mais sur le terrain est tellement ironique que c'est difficile de considérer ces données-là comme des données historiques. Je pense que Socrate invite vraiment à vivre, et que le problème de la mort est moins son problème. Il suffit de voir d'ailleurs l'apologie pour voir comment Socrate considère que la mort fait partie de la vie et qu'il faut savoir sortir d'une pièce quand elle est enfumée, comme le diront les stoïciens un petit peu plus tard. Je crois que c'est Platon qui réactive toute la pensée pythagoricienne, toute la pensée dualiste, toute cette idée que nous avons une âme, qu'elle est bien distincte du corps, que d'un côté il y a la matière du corps et de l'autre côté l'esprit à penser de manière immatérielle. Je crois que ce dualisme-là nous invite à penser le corps dans la perspective de l'âme. Il nous invite à renoncer au corps pour qu'on puisse mettre le paquet d'une certaine manière sur l'âme. C'est ce qui me déplaît évidemment chez Platon, car nous sommes corps et âme, et si l'âme existe, elle est matérielle, ce qui n'empêche pas une certaine spiritualité du corps aussi. Je dirais cette figure platonicienne que nous propose Platon en nous parlant de Socrate me gêne un peu. Moi, j'aime plutôt le Socrate historique, si tant est qu'on puisse le retrouver, et qui, d'une certaine manière, est plus proche de Montaigne, Nietzsche, Schopenhauer et les autres. Et Diogène, le cynique. Alors, Diogène est une figure qu'on dit socratique. Moi, j'ai tendance à croire qu'il n'est pas socratique et que Aristippe de Cyrène ne l'est pas non plus, que c'est une convention depuis toujours qu'ont les universitaires de reprendre l'idée du premier qu'il leur a émise et de reproduire de cours en cours et de livre en livre. Je pense qu'il y a une constellation de grandes individualités contemporaines. Bon, Diogène est légèrement postérieur à Socrate, mais Antisthène, le maître de Diogène, est vraiment un exact contemporain, et Aristippe de Cyrène aussi. On peut imaginer que finalement, Socrate, l'inventeur de cette singularité, Diogène, l'inventeur d'une autre singularité, et Aristippe aussi, fonctionnent comme, disons-le, comme un archipel de comètes. Et ces trois figures-là m'intéressent parce que ce sont 3 façons de fabriquer une individualité contre le pouvoir, contre les pouvoirs. L'un d'ailleurs en meurt. Socrate paie le prix fort. En diriez-vous de la philosophie qu'elle est une pharmacopée? Ah oui, absolument, tout à fait. Une médecine, une pharmacopée. Ça d'ailleurs, c'est dans la grande tradition de la philosophie antique. On considère non pas que la vie est un mal, mais que mal vivre est un mal. Et les chrétiens considèrent que la vie est un mal, et qu'ensuite mal vivre est un mal, mais qu'on peut soigner ça, que d'une certaine manière, on peut bien vivre et on donne, alors chacun selon ses options. On n'a pas les mêmes options quand on est épicurien, stoïcien, cynique ou cyrénaïque, mais chacun donne sa pharmacie d'une certaine manière. Certains avec des potions magiques, d'autres avec des vraies potions, d'autres des laxatifs, d'autres du placebo. Enfin, on pourrait effectivement varier sur ce thème. Dans la préface de votre Raison gourmande, vous parlez du sensualisme du goût, hein, qui peut à lui seul constituer une pharmacopée également, une médecine. Et
vous parlez à la fois d'un événement très émouvant, une fraise cueillie dans le jardin de votre père, et de votre première rencontre avec Ikem, le grand sauterne. Alors à choisir entre les deux, je sais que c'est idiot de vous poser la question, entre la fraise du jardin de votre père et le vin des vins, où va votre préférence? Moi, j'ai choisi la fraise du jardin de mon père, ce qui n'a évidemment pas été vu ou lu. On a très longtemps enfermé mon travail sur cette question, enfin, Le ventre des philosophes, La raison gourmande et Les formes du temps, enfin, 3 livres que j'ai écrits sur cette question, non pas de la gastronomie, mais des sens oubliés dans la tradition philosophique occidentale. Donc c'était facile de réduire ces ouvrages-là à des livres de cuisine ou de philosophie de cuisine ou de gastronomie ou de philosophie gourmande. Enfin, c'est très facile de dire, voilà, quand on a besoin de commenter un grand vin, on demande à Onfray, il est spécialiste de ces choses-là, et il va nous faire un commentaire d'un Dom Pérignon ou d'une verticale d'Ikem. Ça n'est pas du tout ce que je disais. Il suffit de lire ou de relire, et on verra que je fais l'éloge du corps épanoui et des 5 sens, pas du tout des sens nobles que le christianisme et le platonisme ont célébrés, à savoir la vue et l'ouïe, mais aussi l'olfaction et le goût, singulièrement négligés. Si vous êtes philosophe et que vous écrivez sur la musique ou sur la peinture, par exemple, on considère que vous faites un travail noble. Quand Deleuze écrit sur Bacon, il peut faire un vrai travail. Quand Sartre écrit sur le Tintoret, on considère que tout ça est tout à fait défendable, etc. Enfin, il y a une grande tradition, Diderot et la peinture du XVIIIe. Si en revanche vous êtes philosophe et que vous vous intéressez aux questions des sens oubliés, et que vous parlez de la cuisine, par exemple, ou de la gastronomie, alors immédiatement, vous ne pouvez pas être un philosophe, vous ne pouvez pas faire un travail de philosophe. C'est du moins ce que dit l'université, les officiels, les gardiens de la pensée. Moi, je trouve qu'au contraire, on doit, si on a l'intention de penser le corps, envisager ces questions-là. Et quand on m'a proposé un jour cette question, alors, vous qui avez bu pas mal de choses, mangé à des très belles tables, quel est votre meilleur souvenir gastronomique? J'ai répondu une fraise dans le jardin de mon père, quand j'étais petit garçon, et que je voyais mon père travailler dans ce jardin. Une fraise qui avait pris le soleil tout l'été, et qui, passait sous le robinet d'eau froide, devenait cet objet singulier, c'est-à-dire fraîche sur la surface et encore chaude et gorgée du soleil à l'intérieur. Je suis devenu fraise, faisons-le en phénoménologue, je dirais, quand j'ai mis cette fraise en bouche et qu'elle a fondu complètement et que je suis devenu moi-même cette saveur-là. Donc je raconte cette sensation-là en disant, mais la théorie, d'une certaine manière, la théorie du corps que je fais ne passe pas par l'éloge des produits de luxe, ça n'a aucun intérêt, mais passe surtout par un certain type de rapport au monde, un mode de présence au monde. Et j'invite à un mode de présence au monde qui suppose qu'on jouisse évidemment d'un grand cru classé, mais aussi d'un vin plus modeste, et puis aussi d'un verre d'eau quand on a soif, ou éventuellement du pain qu'on peut manger simplement. Je pense que c'est une façon de dire, ces 3 livres étaient une façon de dire, ce que vous mangez, ce que vous buvez, vous pouvez le faire dans un esprit hédoniste et sensualiste, jubilé de toutes ces choses-là, vous devriez pouvoir avoir des plaisirs avec des choses modestes, on n'est pas tenu d'avoir des plaisirs seulement dans une logique, je dirais, capitaliste, libérale et consumériste avec les grands crus classés de Bordeaux. Je ne suis pas un représentant du syndicat viticole bordelais ou de quelque autre région que ce soit. Je suis un philosophe hédoniste et sensualiste qui invite à ce que chacun se réconcilie avec son corps, et je souhaite que ces choses-là passent par l'élargissement, ce que j'appelle l'élargissement du corps, c'est-à-dire une sollicitation de tous les sens, sans exception. Alors Michel Onfray, quel livre voulez-vous célébrer? Celui-là ou le livre en général? Vous allez me forcer à être platonicien, je dirais. L'idée du livre. Pour une fois. Oui, c'est le livre qui représente tous les livres, un petit peu comme tout à l'heure, Armstrong représentait tous les hommes sur la Lune, ou l'humain. D'une certaine manière, c'est l'objet dont on peut faire aujourd'hui l'histoire, avec une date de naissance, Gutenberg, 15e siècle, et puis une date de décès, 20e siècle, et l'informatique de Bill Gates. Je pense que l'apparition du e-book, comme on dit, dans le salon du livre, enfin le temple même du livre à Paris, a fait la démonstration que là on était sur une disparition, dans une période de disparition du livre. Il y a presque plus de gens aujourd'hui qui écrivent des livres que de gens qui les lisent. Nostalgique, Michel Onfray? Non, je crois qu'il faut constater que le livre a été, dans une période donnée, ce qu'il a été, avec des évolutions,
avec des qualités extraordinaires pour transmettre un savoir, une culture, pour populariser de la sagesse, pour populariser de la science contre la foi et l'obéissance. Enfin, il y a des grandes heures du livre. Et puis, il y a aujourd'hui de bien mauvaises heures, je dirais, le capitalisme et le libéralisme aidant. Le livre est devenu essentiellement une marchandise, 8 ou 9 fois sur 10, y compris pour les éditeurs, ou peut-être même surtout pour les éditeurs, qui visent les succès, qui fabriquent des succès, qui considèrent que le livre doit permettre de rentabiliser une entreprise, doit permettre de faire rentrer des bénéfices. Je trouve que ce livre-là, il triomphe aujourd'hui et que l'objet en tant que tel est à même de disparaître, puisque on arrive à l'e-book qui, bien évidemment, va induire une autre façon de penser ou de concevoir le réel ou de mener son savoir. Cet objet en tant que tel, il supposait un début, un milieu, une fin. On commençait par la première page, on finissait par la dernière, c'est une évidence. Est-ce qu'il y avait des livres chez vos parents? Pas du tout, aucun. Aucun ou un seul qui était, oui, ça me revient, un seul qui était le dictionnaire de la famille, une espèce de vieille chose de Larousse qui partait en feuilles comme ça, parce que je me souviens que je crois qu'il manquait une dernière page à la couverture. C'était quelque chose qui avait dû servir à l'école de mon grand-père, ou donc un dictionnaire vague et rien d'autre. Il y avait, je crois, un deuxième livre qui est un livre de cuisine dont ma mère ne se servait jamais, mais qui avait été aussi héritage de famille, je dirais. Un dictionnaire et un livre de cuisine, peut-être que je suis tout entier là-dedans. Et chez vous, là aujourd'hui, il y en a combien de livres? Chez moi, c'est une toute petite maison qui sature avec près de 10 000 livres. Il y en a partout, sauf dans la salle de bain, c'est les gondoles, mais il y en a vraiment partout. Et je crois que l'existence, je suis très... Une revanche? Non, je ne parlerai pas en termes de revanche. Peut-être que dans la solitude qui a été la mienne quand j'étais enfant, les livres ont présenté un intérêt majeur, c'était une occasion pour moi de voyager, de changer de monde. Donc, vous le disiez justement tout à l'heure, c'était la misère, la pauvreté, donc on n'est jamais parti en vacances, jamais d'hôtel, jamais de restaurant, jamais de cinéma, c'était complètement impossible. Vous vous souvenez de M. Hervieux? Oui, mon libraire, qui lui justement m'a récupéré alors que j'étais déjà vacciné, que j'avais déjà cette passion du livre. Donc la pension m'a montré l'indigence des hommes, et d'une certaine manière le commerce des livres m'a permis de m'échapper. Et quand j'ai retrouvé M. Hervieux dans la ville que j'habite toujours, Argentan, dans l'Orne, en Normandie, eh bien, j'ai découvert un monde qui a été extraordinaire. J'y ai d'ailleurs rencontré ma compagne, j'avais 19 ans, elle est toujours ma compagne, et ça s'est fait dans cette librairie. Et il est décédé, M. Hervieux, malheureusement, sa femme qui a 74 ans, je crois, a repris. Donc il n'a pas lu votre premier livre? Le premier livre, non. Le premier manuscrit, oui, qui n'est pas le premier livre. Puis vous parlez aussi d'un bon pote à vous, hein, qui était cuisinier et libraire en même temps. Non, c'est M. Hervieux qui était cuisinier. C'est le même? Oui. Ah bon, je pensais que c'était un autre. Non. Qui avait un drôle de trajet, comme tous les gens qui ont été massacrés par la Deuxième Guerre mondiale, qui n'ont pas pu faire d'études, qui n'ont pas pu déplier et déployer leur talent. Donc il est devenu instituteur, remplaçant, ils étaient engagés aussi après ça dans les armées de libération, et puis il a épousé la fille de Madame Hervieux, donc qui est la fille d'un antiquaire, qui lui un jour s'est reconverti dans la restauration, et quand il est arrivé comme gendre idéal, il s'est mis à faire la cuisine, ce qu'il faisait superbement, puis il a quitté la cuisine pour devenir libraire. Donc vous aviez deux points communs, à la fois le livre et la gastrophobie. Vous êtes un... Pardon, la gastrosophie. Oui. Ah, le joli lapsus. Mais vous êtes très socratique et dans la maïotique, parce que finalement on retrouve le dictionnaire de mon enfance et le livre de cuisine de mon enfance dans ce mélange effectivement du livre et de la chair, quoi, enfin, de la nourriture, de l'alimentation, des grands vins. Alors votre grand truc, si je puis dire, c'est le philosophe artiste et le lecteur artiste. Êtes-vous ce philosophe artiste? J'y tends. Je tâche d'y tendre, en considérant effectivement qu'il y a des efforts à faire pour être ce philosophe artiste que Nietzsche appelait de ses voeux. Philosophe qui n'est pas enfermé dans sa discipline, mais qui a envie d'ouvrir sur des trajets, sur des terrains multiples, la poésie, la littérature, la musique, mais pourquoi pas l'architecture. Il y a certains de mes livres qui sont construits comme des sonates, ça c'est pas toujours vraiment vu. Il y a certains ouvrages qui sont fabriqués sur le mode du contrepoint, je dirais, cette référence cachée à la musique, ce désir que j'ai de considérer que le philosophe doit pouvoir être aussi un prosateur, qu'on n'est pas tenu de donner l'impression qu'on est traduit de l'allemand quand on écrit en français pour être profond. Ça, je pense qu'on peut être philosophe
en associant l'élégance de la prose et la profondeur de la Mais pensée. le lecteur artiste, c'est qui? Alors, le philosophe artiste, c'est celui qui fait une proposition, mais qui suppose qu'en face, la proposition soit saisie par le lecteur artiste, qui lui aussi soit capable de lire. C'est-à-dire pas seulement de compulser ou d'aller n'importe comment, prendre quelques pages. Nietzsche dit que il faut avoir la faculté de ruminer, la faculté des vaches. Il faut que ça puisse revenir, qu'on puisse revenir. Un lecteur artiste est quelqu'un qui ne se contente pas d'un livre, mais qui sait que théoriquement, derrière un livre, il y a une œuvre, enfin, que chaque livre se renvoie à l'autre et que les uns les autres se répondent. Donc c'est quelqu'un qui ne se contente pas de lire quelques pages, mais le livre, qui ne se contente pas de lire un livre, mais les livres, et qui ajoute à la lecture de la relecture. Et vous parlez des livres, notamment à propos de M. Hervieux, hein, comme d'objets qui seraient des sujets, des personnes. Et dans un autre chapitre, dans un autre livre, je crois, vous parlez des essais de Montaigne comme si c'était le corps de Montaigne même. Vous avez eu droit, je crois, à compulser l'original à la bibliothèque municipale de Bordeaux. Oui, ça c'est un de mes grands souvenirs. D'abord c'est très étonnant, on a sorti cette pièce-là d'un bunker, d'un coffre-fort. Il a fallu prendre un rendez-vous, il a fallu que ce rendez-vous soit pris par mon ami Denis Mola, qui est libraire à Bordeaux et qui a eu le sésame. L'objet est arrivé sur une table à roulettes, le conservateur avait des gants blancs, elle m'a demandé quelle page je souhaitais voir. Enfin, ça s'est fait comme si on me sortait le Saint-Sacrement pour m'être agréable. Et j'étais très ému de voir l'objet, et puis de voir l'écriture de Montaigne, et puis surtout de voir qu'avec les encres différentes, on assistait à la pensée de Montaigne. J'ai demandé la page sur l'amitié, et on a ouvert cette page de l'amitié pour moi. Je n'ai pas touché, hein. Il était interdit de toucher l'objet, le conservateur a ouvert, et j'ai vu parce que c'était lui, une couleur, parce que c'était moi, une autre couleur. J'ai découvert que ça avait été écrit en 2 temps, que Montaigne avait d'abord écrit ce qui avait été édité dans une première édition, évidemment, puis qu'il avait ajouté parce que c'était lui, puis qu'ensuite il avait ajouté parce que c'était moi. Et j'assistais à la pensée en train de se faire, et je voyais là effectivement quelque chose comme le corps de Montaigne. Parce que un livre digne de ce nom, pour moi, du moins, dans une perspective à la Mallarmé, pour le coup, c'est un objet qui renvoie évidemment au sujet, c'est un objet qui dit le sujet, c'est le corps quintessentiel, c'est la vie quintessentielle. Toutes les expériences doivent conduire au livre et le livre doit renvoyer à l'expérience. Il y a ce jeu entre la vie, la pensée et le livre qui, à mon avis, suppose qu'un grand livre, c'est d'abord cette possibilité de mettre sur le papier. Puis ce qui est merveilleux, c'est que vous célébrez en sensualiste la sensualité de l'écriture, le plaisir de choisir le papier, de laisser glisser le stylo bis sur la feuille. On sent que si on vous demandait d'écrire uniquement par la voie électronique, vous n'éprouveriez pas le même plaisir. Je l'ai fait une fois, quand j'ai acquis mon ordinateur, il y a 5, 6, 7 ans, et pour un texte, pour un article seulement. Et mon directeur littéraire m'a dit « Je ne vous sens pas bien dans cet article, qu'est-ce qui s'est passé ?» Je lui ai dit « Quel bonheur que vous puissiez me dire une chose pareille. » J'ai essayé d'écrire directement sur le clavier et ça ne marche pas. Il manque effectivement le passage sensuel par la plume, l'encre et le papier. Ici, en exergue du Paris, on pourrait citer Nietzsche. Il m'est odieux de suivre autant que de guider. Enfin, c'est la règle du jeu. Je vous demande de vous faire pronostiqueur ou prophète. Oui, c'est un exercice difficile et simple. Je dirais simple parce qu'on ne risque pas de se tromper en tablant sur la permanence de l'Apocalypse, je dirais. Ah bon? Oui. Rien que ça? Oui. C'est un petit sourire que je m'envoie parce que c'était le titre de mon premier manuscrit quand j'avais 19 ans, je crois bien, Permanence de l'Apocalypse. Et que je crois effectivement à la permanence du négatif et de la négativité. Il n'y a pas de raison que ça s'arrange. Réjouissons-nous, on le sait. Mais vous vous souvenez quand même, quand vous avez écrit ce premier essai, si je puis dire, de la réaction du premier lecteur? Oui. C'était une copine de fac qui m'a dit « Mais pourquoi est-ce que tu ne te suicides pas en écrivant des choses pareilles ?» Elle a été très, très bien à me dire une chose pareille parce que je me suis dit « Mais elle a franchement raison, je crois. » Et j'ai immédiatement pris la plume pour faire une deuxième partie à ce livre qui s'est appelé « Traité des consolations ».
où je disais quelles raisons faisaient que malgré la permanence de l'apocalypse, on pouvait avoir envie de continuer à vivre. D'une certaine manière, l'hédonisme s'est trouvé là, je trouve, en germe. J'ai beaucoup aimé, évidemment, à cette époque-là, et Schopenhauer et Sioran, qui, d'une certaine manière, manquaient effectivement de cet élan qui nous aurait permis de voir pourquoi l'un et l'autre ne s'étaient pas suicidés. Et d'une certaine manière, l'ensemble de mes livres essaie de répondre à cette question. Pourquoi, malgré la permanence de l'apocalypse, on peut vivre, bien vivre, mieux vivre, et pourquoi la vie vaut le coup d'être vécue? Donc vous diriez que tous vos livres sont des traités de consolation? Ah oui, là aussi, variation sur le même thème. Je crois que le désir de faire œuvre chez moi va avec cette idée qu'on pourrait dire comment la consolation est possible sur le terrain politique, éthique, esthétique, scientifique, littéraire, oui. Ouais. Le sentiment qu'on a parfois, car vous aimez mêler les genres pour notre plus grand bonheur, la théorie et le vécu, l'autobiographie, c'est que vous rêvez d'écrire un grand roman autobiographique. Qui rêve ça, vous ou... Non, je parle de vous. Là. Ah non, pas du tout. C'est vrai? Oui, un roman, oui d'accord, pardon, j'avais entendu un roman dans lequel j'aurais réintégré de l'autobiographie. Non, oui. Une recherche du temps perdu. Voilà, je dirais le roman autobiographique entendu comme une expression qui permet de dire qu'il n'y a que de la confession et de l'autobiographie dans l'écriture. Oui. L'idée que je pourrais écrire un roman, c'est une chose qu'on me propose souvent, mais vous devriez, il faudrait. Donc je pensais que vous faisiez la proposition d'un roman dans lequel j'aurais pu intégrer de l'autobiographie. Non, vous avez raison de renvoyer à cette expression que j'utilise moi-même en disant effectivement, l'écriture, c'est du roman autobiographique, toujours. Oui. Il y a ceux qui ont l'honnêteté de le revendiquer comme tel, et puis ceux qui tâchent de le dissimuler toujours. Je pense que l'autobiographie de Proust dans La recherche du temps perdu semble ne faire aucun doute. Non. Ça paraît plus compliqué quand il s'agit de la critique de la raison pure. Mais donnez-moi une heure et j'ai quelques hypothèses pour essayer de montrer que la critique de la raison pure, chez Kant, procède aussi de considérations autobiographiques. Est-ce que l'on peut changer le monde uniquement en se changeant soi-même? Ça, c'est une phrase que j'avais trouvée chez Descartes qui m'avait bien plu quand j'étais adolescent aussi, où il disait l'alternative, c'est se changer ou changer l'ordre du monde. Et je crois qu'il n'y a pas une contradiction aussi grave qu'on pourrait l'imaginer a priori, ou une alternative aussi nette. Je crois qu'en se changeant, on change l'ordre du monde. Et les philosophies antiques invitaient à penser dans ces termes-là. Deleuze lui-même dit qu'avec la fin de la révolution, ou du désir de révolution, on passait au devenir révolutionnaire des individus. J'aime bien cette expression du devenir révolutionnaire des individus. Je crois qu'on ne peut changer véritablement le réel que si on se change soi-même, d'une certaine manière, que si on tâche d'être exemplaire. C'est ce qu'on trouve aussi chez Baudelaire. Oui, le Baudelaire philosophe, je dirais, ou penseur, celui du dandysme, celui de la sculpture de soi, de la vaporisation du moi, est un Baudelaire qui me passionne. J'adore le poète, bien sûr, mais j'adore aussi le penseur qu'on trouve dans Mon cœur mis à nu ou dans Les fusées, par exemple, parce que le même projet y est dit, et comment faire de sa vie une œuvre d'art. C'est quoi un dandy ? Il y a une caricature de Dandy qui est le personnage aux cheveux verts qui renverse les boules de ses glaces dans ses bottes l'été ou qui, à la Brumelle, je dirais, quand on lui pose une question sur les endroits qu'il préfère, demande à son valet de répondre à cette question, quels sont les endroits que nous préférons. Il y a une caricature du dandysme qui est dans la mode vestimentaire. Les gilets un peu extravagants, les gants beurre frais fabriqués avec 3 individus qui chacun, etc. Bon, ça, je dirais, c'est la caricature du dandysme, ça ne m'intéresse pas. C'est ces gens qui ont besoin de cette espèce de distinction visible pour croire. Alors, le bon dandysme, c'est quoi? Alors le bon dandysme, ce serait effectivement la subjectivité radieuse mais sûre d'elle-même, la stylisation d'une existence, ce serait la construction de soi comme quelque chose d'irremplaçable, enfin le fait qu'on puisse faire de soi-même quelqu'un dont on se dit quand il n'est plus là, il était sans double. Mais c'est la solitude. C'est la solitude, mais c'est notre lot. Je le crains, je le crois. Vous ne croyez vraiment plus au lendemain qui chante? Non, au lendemain, de manière générale, enfin collective, non. Encore que je persiste à me dire de gauche, parce que je crois que la gauche n'est pas la droite et qu'il vaut mieux que les enfants soient à l'école plutôt que dans les mines. Il vaut mieux que les gens aient de quoi vivre plutôt que survivre ou soit au chômage. Enfin, je pense que la droite et la gauche, ce n'est pas la même chose, même si je désespère que la gauche soit si peu de gauche. Donc je crois effectivement que des lendemains peuvent mieux chanter pour certains, pour les plus défavorisés, les plus démunis, les plus pauvres. Je crois que la vraie révolution, elle est individuelle, radicale, subjective et personnelle. Parachever 68, dites-vous parfois? Oui, achevé, mais 68, non pas comme une bête malade, mais comme quelque chose qui n'a pas été terminé. Je pense que mai 68 a été une grande entreprise de négation. Et qu'en tant que telle, la négativité a bien fonctionné parce qu'elle fonctionnait sur des objets qui méritaient qu'on les dépasse.
que les femmes aient été dominées par les hommes, que les patrons aient dominé leurs employés, que les profs aient pu dominer leurs élèves, que les relations de hiérarchie aient pu fonctionner pendant si longtemps. Tout ça a appelé un grand chambardement. Pour autant, je trouve qu'on n'a pas remplacé ces vieilles valeurs par des valeurs nouvelles et on a détruit sans construire. On a supprimé l'autorité, l'ordre, la hiérarchie, la domination, tout ça est très bien. Mais on n'a pas remplacé tout ça par un contrat qui nous permettrait des relations jubilatoires les uns les autres. Un grand livre que vous avez dû lire commence par « Au commencement était le verbe » et le premier verbe fut le nom. N-O-N cette fois-là, le nom négatif que vous venez de prononcer, après ce nom de Dieu sous forme de juron avec lequel vous avez inauguré cette émission. Michel Onfray, merci pour cette anti-leçon de philosophie, pour cette invitation aussi à ne pas attendre demain pour faire la révolution, si je vous ai bien compris, mais à nous y prendre dès maintenant. En barricade, camarades? Oui. Et si, en amateur de pensées iconoclastes, vous souhaitez obtenir la bibliographie complète de notre ténébreux philosophe, vous connaissez l'adresse Nom de Dieu, RTBF, Palais des Congrès, 4020, Liège, Belgique. Et puis, nouveauté, vous pouvez également tous nous la demander par courrier électronique. Notre adresse email, nomdedieu@rtbf.be. Bonne fin de soirée à tous et à très bientôt.